C'est une maladie neurologique souvent confondue avec Parkinson, les tremblements essentiels. 300 000 personnes en souffrent en France. Cette pathologie peut être handicapante et rendre impossible des gestes simples, comme se servir un verre d'eau ou mettre une clé dans une serrure. Vous découvrirez le parcours du combattant pour retrouver une vie normale d'une femme qui en est atteinte. Je vais vous demander une petite signature, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, je n'y arrive pas. C'est pas grave. L'essentiel, c'est quoi? C'est le résultat. C'est de plus trembler comme je tremble et de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. J'aimerais faire tellement de choses. Un avocat vraiment pas comme les autres, Ralph Bindauer, il parcourt la France à bord de son camping-car, devenu son lieu de vie et son cabinet. Pour mieux défendre les petits salariés, sa vocation, lutter contre les patrons voyous qui licencient ou ferment leurs entreprises sans respecter les règles. À 70 ans, son engagement pour la lutte ouvrière est devenu sa raison d'être professionnelle. Alors depuis 4 ans, l'avocat a carrément adopté un mode de vie étonnant. Les autres avocats mettent la robe dans leur armoire au palais de justice. Moi, je ne sais même plus où est mon armoire. Je l'ai toujours sur moi. Comme je ne suis jamais au même endroit. Le phénomène des dashcams, ces caméras embarquées de plus en plus prisées par les automobilistes, installées sur le pare-brise ou le casque des motos, elles permettent de filmer des paysages, mais plus souvent de fournir des preuves aux assurances en cas d'accident. Une tendance, vous allez le voir, qui profite aux fabricants, mais aussi aux garagistes. Je rentrais chez moi, fin de journée de travail, j'avais commencé à 4 h du matin, et là je croise la route de cette personne-là. À l'arrivée des gendarmes, les automobilistes vont livrer 2 versions différentes. Et c'est la dashcam qui va permettre de trancher. Marseille, la ville des marchés, il y en a plus d'une trentaine chaque jour. Les plus incontournables sont bien sûr le marché aux poissons du Vieux-Port ou encore celui de l'avenue du Prado, gigantesque. La cité phocéenne vit donc au rythme de ses commerçants, dont la bonne humeur est aussi réputée que leurs produits. Bonsoir et bienvenue dans 66 minutes. Ne manquez pas tout à l'heure notre grand format au Sénégal. À Dakar, l'une des capitales les plus dynamiques d'Afrique, située face à l'océan Atlantique, la métropole de 4 millions d'habitants ne dort jamais, portée par une croissance économique soutenue et une effervescence culturelle. Des chefs étoilés y affluent depuis quelques mois. Dakar, la ville de tous les possibles pour ces Français qui ont choisi de s'y installer. Se servir un verre d'eau, tenir un stylo, boutonner sa chemise. Ces gestes simples deviennent pourtant une épreuve pour ceux qui souffrent de tremblements essentiels. Une maladie neurologique méconnue, souvent confondue avec Parkinson. Elle touche une personne sur 200 en France, dont la chanteuse Clara Luciani. Une pathologie qui peut devenir handicapante. C'est le cas de Sylvie, 60 ans. Elle a dû renoncer à son métier de coiffeuse. Seule une opération très délicate du cerveau peut limiter les effets de la maladie. Sylvie a fait ce choix pour se donner une chance de vivre normalement. Nous l'avons suivie dans son parcours du combattant, Solène Nicolas et Yasmine Mufoletto. C'est un hôpital symbole d'espoir. Sylvie va y subir une opération qui pourrait changer sa vie. C'est au 4e. Je vous cache pas, j'angoisse. Je stresse. De savoir qu'on va m'ouvrir la tête et me faire de trous de 8 cm de profondeur, ça fait peur. Cette mère de famille de 61 ans souffre de la maladie du tremblement essentiel. J'aimerais bien que les gens ne nous regardent pas toujours de la même manière, comme si on était des drogués, des alcooliques. Ce trouble neurologique provoque des tremblements incontrôlables de certains muscles. Madame Delabelle. Tout à fait, je vais vous installer en chambre, je vous laisse me suivre. Oui. À commencer par les bras et les mains. Je vais vous demander une petite signature, s'il vous plaît. Dur. Faites comme vous pouvez. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, je n'y arrive pas. Désolée. C'est pas grave. L'essentiel, c'est quoi? C'est le résultat. C'est de plus trembler comme je tremble et de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. J'aimerais faire tellement de choses. Les premiers signes de la maladie sont apparus il y a 15 ans pour cette ancienne coiffeuse. J'aimerais bien qu'on me garde une mèche. Oh, si vous voulez, on va s'arranger. Lors de l'opération, le chirurgien va introduire 2 électrodes dans le cerveau de Sylvie. Il paraît que j'ai un beau crâne.
Bon, vous êtes prête? J'ai pas le choix. Pour cela, on doit entièrement lui raser la tête. Un traumatisme pour cette coach sportive qui accorde beaucoup d'importance à son apparence. Comment on se sent maintenant? Se sent différente et puis avoir des cheveux complètement rasés pour une femme, c'est la féminité, c'est ça. Donc c'est dur. Mais par contre, ouais, je vais plus trembler, enfin presque plus. Et ça, c'est que du bonheur. Sylvie passera la nuit dans cet hôpital avant son opération prévue le lendemain matin. C'est la cause de tremblement la plus fréquente en France, la maladie du tremblement essentiel. Près de 300 000 personnes souffrent de ce handicap, dont la chanteuse de 32 ans, Clara Luciani, qui a révélé l'an dernier être elle aussi atteinte de ce trouble. Souvent comparé à Parkinson, son caractère est héréditaire pour la moitié des personnes atteintes. Le moindre geste du quotidien est un véritable calvaire. Bon, déjà, il faut que je la prenne avec mes deux mains. Et puis... voilà. Nous avons suivi 2 femmes qui se battent tous les jours contre cette maladie. Un combat entre espoir et résilience. Florence vit avec ce handicap depuis 14 ans. Les tremblements touchent désormais toutes les parties de son corps. Comme je tremble fort des jambes, j'ai tendance à perdre l'équilibre. Donc je me suis aperçue quand je l'apprenais pas, je faisais un peu peur aux agents de sécurité en me tordant les pieds sans arrêt. Et maintenant, avec la canne, j'ai un peu plus d'équilibre. Ancienne vendeuse en prêt-à-porter, elle a dû se reconvertir il y a 7 ans, car impossible de rester debout toute la journée. Tu sais me dire où je suis ce matin? À la 12. 12, Ça va aller, ok. tu vas aller à Montpellier. Non, le 12, c'est bien. Elle est désormais hôtesse de caisse dans ce supermarché de Villeneuve-d'Ascq. Ces tremblements ont débuté lorsqu'elle n'avait que 30 ans et ont d'abord touché sa main droite, puis son bras. Je rajoute des attelles classiques que j'ai eu en pharmacie avec l'ordonnance d'un médecin pour éviter de me tordre les poignets et aussi de ne pas casser, endommager les courses des clients, tout simplement. Bonjour monsieur. Malgré ces attelles, Florence doit utiliser ses 2 mains pour contrôler tant bien que mal ses mouvements. Je crois que vous avez le doigt dessus. Super. C'est bon? Je vous laisse vérifier et signer. Est-ce que vous souhaitez les tickets de caisse? Oui, je veux bien. Les chèques, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour moi. Je vais mettre plus de temps que mes collègues à les remplir. Et ce qui va être aussi un tout petit peu compliqué, c'est si un code barre ne passe pas. Donc là, celui-ci, je vais essayer justement de bien le mettre, s'il veut bien. Et donc, j'y arriverai pas. Donc là, dans ce cas-là, il faut le taper à la main et réussir à faire aller le tactile. Il existe des médicaments qui permettent d'atténuer les symptômes, mais victime de leurs effets secondaires, Florence a dû les arrêter. C'est vraiment boire comme un enfant, en fait, le ferait. En plus de ses membres, la maladie impacte également ses cordes vocales. Si je vais appeler pour une réclamation ou autre, les gens ont l'impression que je suis hyper émotive, que je suis sur le point de pleurer. Non, pas du tout. Alors parfois ça peut être amusant parce que quand on fait une réclamation, ça passe plus vite. C'est le seul avantage. Désormais, elle ne travaille que 10 heures par semaine. Un emploi du temps aménagé, car avec la fatigue, les symptômes ne font que s'accentuer, notamment au niveau des jambes. C'est une sorte de déambulateur à roulettes pour l'extérieur. Ça m'évite en fait de fatiguer trop au niveau des jambes. C'est à Tourcoing, à quelques kilomètres du supermarché, qu'elle a rendez-vous avec sa mère Nadine. Salut. Bonjour. Et son fils Florian pour le déjeuner. Mais quand t'as monté l'escalier avec ça? Ah non, je suis mise par l'ascenseur. Ah. Au menu, la bête noire de toutes les personnes atteintes de tremblement, les coquillettes. C'est tout petit. Donc quand c'est petit, si la fourchette bouge, ça tombe de la fourchette. Et souvent, ça repart dans l'assiette ou par terre. Okay. Donc ce qui finit, je finis par m'agacer et prendre une grande cuillère. Voilà. Un exemple. Cette maladie bouleverse également la famille de Florence, premier témoin de cet handicap, à commencer par Nadine, sa maman. Quand vous êtes derrière
et qu'elle marche. Mon Dieu, la dernière fois que je vois ça, j'étais derrière elle, je dis, oh, mon Dieu, et qu'elle finira sûrement dans une chaise roulante. Sa mère et son fils ne sont pour l'instant pas atteints. Florence est la seule de sa famille à souffrir de ce trouble, qu'elle porte à chaque minute de sa journée. J'ai arrêté de prendre des brosses à dents manuelles classiques, tout simplement parce que déjà quand j'avais que les mains qui tremblaient, j'avais tendance à régulièrement saigner au niveau des gencives, parce qu'on se donne des coups. Les injections de Botox permettent parfois de soulager les malades, mais les effets ne durent qu'un temps. Quant à l'opération, elle est jugée trop risquée pour Florence. Au centre hospitalier d'Amiens, Sylvie se réveille peut-être pour la dernière fois avec ses tremblements. Dans 20 minutes, elle sera emmenée au bloc opératoire. Ils vont me mettre de la musique sympa. Ils m'ont demandé ce que je voulais. Donc j'ai dit Nirvana ou Metallica, ils ont, c'est génial. Faute de hard rock, elle devra se contenter d'une musique un peu plus relaxante. Ils m'ont mis du blues. Et c'est pas Metallica ? Non. Je crois qu'elle va trouver, oui. Ils veulent absolument que je me détende. Je suis détendue, c'est bon. En France, seuls 18 centres hospitaliers pratiquent cette opération. Le CHU d'Amiens en fait partie. Bon, allez, à demain, madame. À demain. Ici, Sylvie est prise en charge par le professeur Lefranc, neurochirurgien. Pendant près de 4 heures... Allez, on enlève la tétière en dessous. Il sera assisté de 6 personnes et de ce robot dernier cri qu'il reprogramme avant chaque intervention. Dans le tremblement essentiel, en fait, l'information qui remonte du cervelet, donc c'est cette structure ici, qui vous sert à affiner le geste et qui vous sert à rythmer votre mouvement, est dysfonctionnelle. C'est-à-dire que l'information qui remonte pas bien. Et ben on va descendre une électrode pour couper, pour brouiller le message qui remonte, qui est anormal. En brouillant ce message, en fait, on supprime l'activité anormale du cervelet, ce qui permet de supprimer le tremblement. Cette méthode a été inventée par un chirurgien français à la fin des années 80. Bon, c'est bien Madame Delavenne. Pas de souci anesthésique. On a le matériel en salle. Et on est parti. Une électrode est introduite de chaque côté du cerveau. Tu peux commencer à préparer l'électrode, Christelle. Pour envoyer des impulsions électriques dans une zone bien précise. C'est la fameuse électrode qu'on va mettre. Ces petits contacts-là qui vont stimuler, envoyer le courant électrique et donc il va empêcher la transmission après au niveau des neurones du message électrique. Hop, allez, on est parti. Ces électrodes seront ensuite connectées à ce boîtier qui permettra à Sylvie de contrôler l'intensité de ses impulsions. Ah, attendez, je vais même mettre. C'est bon. Ok. Ça, c'est le test qui va montrer que tout le circuit est bien fermé et tout est connecté. Et là, c'est le cas. Là, tout est vert, donc c'est bon. Là, c'est terminé. Les réglages sont faits, donc elle va se réveiller tranquillement. Mais alors, ça sera quand elle sera en soins intensifs. Elle passe une nuit en soins intensifs et puis demain, elle sera dans son lit. Le neurologue réalise une quinzaine d'opérations de ce type chaque année. Sylvie devra maintenant attendre 1 mois avant que le professeur puisse programmer le neurostimulateur implanté sous sa peau. Nous l'avons retrouvée 1 an après, chez elle, dans la banlieue de Troyes. La mère de famille savoure désormais les petits gestes du quotidien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une personne qui a un tremblement essentiel ne peut pas tenir un verre comme je le fais tout simplement. Grâce à cette opération, j'aime tenir mon verre comme ça. Je trouve que je suis bien, je suis fière. L'intervention qu'elle a subie est un franc succès. Et cette renaissance, elle la doit à cette petite télécommande. C'est un boîtier comme un vieux téléphone, je trouve. Un vieux Nokia. Eh bien, le vieux Nokia m'a sauvé la vie.
on coupe. Alors avant, j'avais beaucoup de mal à couper une tranche. Par contre, si j'arrête l'appareil... En un seul clic, Sylvie retrouve tous ses tremblements. Voilà. Et je veux recouper du pain. Et bien là, c'est impossible. On n'y arrive pas. On ne peut pas. En éteignant son boîtier, elle annule instantanément les effets de la neurostimulation. Elle le garde donc allumé nuit et jour, car il est hors de question de revenir à cette vie d'avant. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Plein de choses. Alors, apprendre à jouer du piano réellement, parce que je suis nulle. Et puis, reprendre la peinture, parce que j'adore ça. Et puis, j'aimerais tellement que tout le monde le fasse. Ça me plairait. Excusez-moi. Sylvie devra changer sa pile dans 25 ans. En attendant, elle peut enfin toucher ses rêves du bout des doigts. Lutter contre les patrons voyous qui tentent de licencier leurs employés ou de fermer leurs entreprises sans respecter les règles, cet avocat en a fait sa spécialité. Ralph Blindauer. Les combats face aux multinationales, McDonald's à Marseille, Orange, c'était lui aux manettes, toujours au service des plus faibles. Il a même changé de vie il y a quelques années pour mieux défendre les petits salariés. Et c'est au volant de son camping-car, devenu son lieu de vie et son cabinet, qu'il parcourt la France pour mener des actions fortes. Son portrait signé Florie Martin. Au volant de son camping-car, on pourrait croire que cet homme est en vacances. Mais c'est loin d'être le cas. Je crois qu'on m'attend un peu de pied ferme. Il est l'homme de la dernière chance. Salut Ralph. Salut Hervé. Malheureusement, content et heureux de te voir, hein, mais voilà, vu la situation. Ralph Blindauer est avocat. Si on fait rien... Il est venu ce matin regonfler le moral des troupes. Des ouvriers au bord du licenciement, désabusés. Vous en êtes à votre deuxième repreneur. C'est pas sérieux, c'est des amateurs. Et bon. Pas de chance, on n'est pas tombé sur les bons. Ah bah ça, ouais. Maintenant, il faut un vrai industriel. On a peu de temps devant nous pour le trouver. Il faut pas baisser les bras. On ne les baissera pas, Ralph. On les baissera pas. Lyon, j'ai déjà fait... Depuis 45 ans, Ralph Blindauer traite ses bras de fer ouvriers contre patrons. Alors pour combattre, il leur donne un précieux conseil. On va donner une image de gens responsables qui vont se battre. Brûler des palettes devant l'entreprise, ça sert à rien. Moi, j'ai rien contre ceux qui le font, hein, parce que des fois, ça peut servir à quelque chose. Dans votre cas précis, c'est pas ça qu'il faut faire. Le but, c'est qu'on trouve un repreneur. Dans cette région, 30 000 emplois d'ouvriers ont été supprimés en 10 ans. Moi aussi. Vous poser une question aussi, s'il vous plaît. Oui. Une usine qui ferme, et c'est l'inquiétude qui grandit. Comme à chaque fois, l'avocat fait figure de prêcheur. Où vont-ils retrouver du travail, hein, alors qu'il y a un savoir-faire, on ne peut pas laisser faire ce gâchis. Des emplois comme ça, une notoriété qui rassure les ouvriers. Il est 100% pour les salariés, anti-patron. Et quand il y a quelque chose à dire, il le dit. Plaise ou ça déplaise, c'est comme ça, c'est comme ça. Ralph Blindauer, un avocat pas comme les autres. À 70 ans, il sillonne la France pour secourir les ouvriers menacés de licenciement. Quand on perd son travail, c'est un drame, c'est forcément un drame. Avec sa compagne, ce routard du barreau parcourt plus de 60 000 km par an au volant de son camping-car. On a acheté le camping-car, c'est la salle à manger, le bureau, salon, oui. Et depuis qu'on a essayé, on n'a plus du tout envie de vivre autrement. McDonald's, Coca-Cola, Arcelor, Orchestra. En 45 ans, Ralph Blindauer a défendu les ouvriers lors des principaux conflits sociaux de notre pays. Si vous n'aviez aucune chance de gagner, on ne serait pas là, hein. Je ne vous emmènerai pas dans une procédure. Ralph Blindauer, un enfant d'ouvrier devenu la bête noire des patrons, portrait d'un avocat hors norme. À Agondange, en Moselle, en plein cœur de la région des Hauts-Fourneaux. C'est ici que l'avocat des ouvriers a passé son enfance. Ça, c'était les ateliers de maintenance de l'usine. L'usine, c'est toute sa vie.
Mon père était ouvrier sidérurgiste ici. Ma mère a travaillé à l'usine aussi. Jusqu'à la naissance de mon frère, elle travaillait au laboratoire de l'usine. Donc, ils ont travaillé à l'usine comme quasiment tous les habitants d'Agondange. Et ici, tout appartenait à l'usine. Manifestation en 66. Je garde le souvenir des luttes ouvrières, surtout. Des milliers d'ouvriers qui débrayaient, qui descendaient dans la ville. C'était des cortèges impressionnants. Bon, j'ai baigné là-dedans. Je suis tombé dans la marmite tout petit, quoi. Un destin d'ouvrier et de syndicaliste tout tracé. Ah bah si, le mur de clôture est toujours là. Mais son rêve de travailler à l'usine, en famille... Et ma classe en CP, c'était là. ...va se briser du jour au lendemain. Ralph rejoint les bancs d'université bien malgré lui. Victime d'une maladie infantile mal soignée, il développe une atrophie musculaire qui le rendra inapte aux travaux manuels. J'avais un handicap au bras, donc mon père a décidé que je ne pourrais pas travailler comme ouvrier. Donc voilà, j'ai fait toutes mes études dans des établissements populaires et ensuite la fac de Metz, qui était une fac plus ouvrière que les autres. Parce que les facs de droit, en général, le recrutement des facs de droit, c'est 5% de fils d'ouvriers. L'ouvrier devenu avocat. La belle histoire de transfuge de classe. Ralph Blindauer portera ses origines ouvrières lors des grandes manifestations, comme ici, en 2008, aux côtés de ses frères. Ou encore avec sa fille, en 2006. Aujourd'hui, à 70 ans, son engagement pour la lutte ouvrière est devenu sa raison d'être professionnelle. Alors depuis 4 ans, l'avocat a carrément adopté un mode de vie étonnant. Les autres avocats mettent la robe dans leur armoire au palais de justice. Moi, je ne sais même plus où est mon armoire. Je l'ai toujours sur moi. Comme je ne suis jamais au même endroit. C'est durant le confinement que Ralph Blindauer achète ce camping-car. Ah, bah c'est demain qu'il y a le délibéré pour les éoliennes. Ouais. Oula, on va serrer les fesses là. Il travaille avec sa compagne Sandrine, juriste. Le couple peut parcourir jusqu'à 400 km par jour. Les conclusions pour Guignard, c'est pour vendredi. Ah, le 22, il faut plaider à Montpellier. Et le 23, on est chez la procureure adjointe à Toulouse. Leur véhicule est aussi devenu leur logement principal. Ben voilà, il y a une cuisinière, là, un lavabo, enfin un évier, un frigo, un petit congélateur. Là, c'est notre lit, hein, il est parfaitement confortable, une douche, avec de l'eau chaude, évidemment. Là, il y a la télé. Voilà, et on peut même la retourner pour la regarder du lit. 17 mètres carrés pour vivre et travailler. Un cabinet d'avocats itinérant bien loin des conventions. Elle est toujours dans les hôtels qui se ressemblent tous, avec le personnel qui pose toujours les mêmes questions. Puis de se remballer les affaires, repartir dans la voiture. Et puis là, tu vois, on arrive, on tourne les sièges, on est déjà chez nous, quoi, tu vois. Moi, ça me plaît. Oui. Voilà. Mais travailler et vivre dans un camping-car ne présente pas que des avantages. Le lendemain, il est attendu à plus de 200 km. En 4 ans, Ralph Blindauer a traversé la France, d'est en ouest. Là, on en est plutôt à compter les villes dans lesquelles on n'a pas été. Donc, et il y en a plus tant que ça. Quand on roule, c'est pas du temps où on rêvasse. Sandrine fait des mails, elle répond aux courriers, aux textos, et il y a beaucoup de téléphones. Ouais, Manon? Ouais, ça va? Mais quand on conduit ce genre d'engin... Merci, bisous. Bisous. La moindre distraction peut faire perdre du temps. J'aurais pas dû décrocher, là. L'avocat a atterri en plein centre-ville, là où les camping-cars ne sont pas vraiment les bienvenus. 2,2, je peux pas passer par là, je suis trop large. Impossible de faire demi-tour sur cette place exiguë. Stop. Ouais. Sa crainte, emboutir son véhicule. Sur le stress. Mais il s'en sort de justesse cette fois-ci. C'était chaud. Le couple a pris du retard. Alors pas le choix. Là-bas, il y a des places. Ce soir, Ça y est. Ralph et sa femme passeront la nuit sur le parking de cette zone commerciale. Charmant, non, comme endroit. C'est romantique. C'est hein. bucolique. Hein. Allez, sors la bague, chérie. D'un naturel optimiste,
l'avocat est toujours confiant, même dans les situations les plus dramatiques. Ce jour-là, il est de retour en Moselle. Les 57 salariés qui ont fait appel à lui ont le moral au plus bas. Il y a urgence, aucun repreneur ne s'est manifesté pour sauver l'usine. Des familles entières sont menacées par la précarité. Si vous partez à poil. Voilà, on se bat pour un emploi, on ne se bat pas pour partir avec un os qu'on jette comme on le jette à un chien. Je ne vous fais pas un dessin. Le temps presse, alors l'avocat leur soumet une idée. Trouver eux-mêmes leur futur patron. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut faire de la com. De la pub, quoi. Voilà des gens motivés, on cherche un repreneur, voilà, nous, on sait travailler, on fait une belle photo, puis on se paye une annonce dans un journal spécialisé. Je vais vous répéter ce que je répète dans tous les conflits sociaux, c'est pas de moi, c'est de Bertolt Brecht. Celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu. On peut s'arrêter là-dessus. Il a un discours qui est optimiste. Donc si lui il est optimiste et que c'est notre conseiller, je pense qu'il faut le suivre. On avait peut-être un petit peu baissé les bras. Je pense que le fait d'avoir quelqu'un derrière comme Ralph qui nous porte, on va retrousser nos manches, on va repartir au combat et on va vraiment donner tout ce qu'on a pour sauver notre société. On va se battre jusqu'au bout. Ça nous a redonné un petit coup de boost quand même. Plus que jamais, l'avocat défend les causes perdues. La lutte ouvrière est ancrée en lui. C'est un exercice dans lequel je suis à l'aise parce que je partage, je viens du même milieu qu'eux, je partage leurs préoccupations, je sais ce qu'ils ressentent, je sais comment ils réagissent, je sais à l'avance comment ils réagissent, les gens, je sais bien ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Alors pour défendre la loi du plus faible, il a dû faire des sacrifices. Pour cela, il a réduit ses coûts au maximum. Bonjour Alice, ça va ? Une fois par mois seulement, Ralph Blindauer fait un point avec sa secrétaire sur sa trésorerie, dans ce petit cabinet qu'il loue à Amnéville. Ouais, c'est en novembre. Hein. Du coup, je lui demande combien. Tout. Ah, 1600, c'est pour nous. Bah oui, je ne vais pas demander d'honoraires. Hein. Okay. On essaye de faire les honoraires le plus bas possible et de se payer sur l'honoraire de résultat quand on gagne. C'est-à-dire qu'il faut gagner. Si on ne gagne pas, tant pis pour nous. Sur chacun des dossiers où il remporte une victoire juridique, Ralph prend 10% des sommes gagnées. Son but n'est pas de s'enrichir, mais de continuer à pouvoir défendre tous les dossiers, même les plus fragiles, comme celui des ouvriers mosellans. Si on n'intervenait pas comme ça sans avoir la certitude d'être payé, on les laisserait sans défense. Le patronat n'en ferait qu'une bouchée, quoi. Parce que eux, les patrons, ont les moyens de se payer les bons avocats. L'option, c'est on les laisse tomber. On fait rien, ou on part dans l'hypothèse qu'on sera peut-être payé après d'une manière ou d'une autre, ce qui est souvent, on y est de notre poche, quoi. Quelques jours plus tard, à Metz, c'est peut-être une lueur d'espoir pour les 57 salariés et leurs avocats. Salut. Ça va ? Ça va. Bonjour Ralph. Salut Sandrine. Rendez-vous pris à la préfecture de Moselle. C'est le dernier jour pour sauver l'usine. Dernière chance, là. Dernière chance, mais j'espère qu'ils ont quelque chose à nous annoncer. Oui, aussi, ouais. Il se peut qu'une offre puisse être déposée ce soir avant minuit. J'ai toujours tendance à penser que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Dans des circonstances pareilles, on verra. Si Ralph Blindauer reste confiant, les salariés, eux, n'emmènent pas large. Le savoir-faire, c'est quand même 5 décennies. Donc c'est quand même malheureux que ça disparaisse. L'usine a changé 3 fois de patron en 4 ans et a déjà subi de lourds licenciements. 1 heure plus tard, les nouvelles semblent encourageantes. Eh bien, on nous a annoncé qu'il y a peut-être 2 marques d'intérêt. On risque d'avoir peut-être le choix entre 2. On redevient optimiste. On est content, on va pas dire qu'on n'est pas content, on reverra là. Oui, alors toujours, après, voilà, c'est content mais méfiant. Mais voilà, ce genre de dossier, c'est toujours une succession de chaud et froid. Les 2 offres ont été rejetées par le tribunal de commerce. Mais Ralph Blindauer a quand même réussi à sauver des emplois. 2 mois plus tard, à force de persévérance, l'entreprise a finalement pu être rachetée. Le repreneur s'est engagé à reprendre 19 des 57 salariés.
Vous avez peut-être une dashcam, une caméra embarquée installée sur le pare-brise de votre voiture ou votre casque de moto. Très courante en Europe de l'Est, en Russie, aux États-Unis, en Inde, ces dispositifs séduisent les automobilistes français. Ils sont désormais 700 000 à en être équipés. Des caméras qui peuvent être utiles, notamment en cas d'accident grave, pour fournir des preuves aux assurances. Je vous rappelle que l'an dernier, 3190 personnes sont mortes sur les routes françaises. Alors ce nouveau marché profite bien sûr aux fabricants, mais aussi aux garagistes spécialisés dans l'installation des dashcams. L'enquête de Pauline Giraudy. À Vidauban, dans le Var. Voilà. Ça, c'est le raccordement avec la dashcam. Sophie et son amie terminent l'installation d'un nouvel accessoire. 2 petites caméras embarquées, collées l'une à l'autre, vont filmer tous ces trajets, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'habitacle. Oh, je vais tester déjà quelques jours comme ça, on verra bien. Ok. Elle a dépensé 400 € pour ces 2 caméras, le prix de la tranquillité. Sophie est chauffeur de taxi. Elle passe 12 heures par jour en voiture. Il n'y a pas un seul jour où je ne vais pas dire qu'il y a eu un tordu sur la route ou autre. Tous les jours, il y a quelque chose. Le plus, c'est les camions, les gros semi-remorques. Ils se pensent trop prioritaires sur la route parce qu'ils sont plus gros que tout le monde. Et pourtant, c'est pas le cas. Ça me plaît bien d'avoir cette petite chose. Comme Sophie, de nombreux chauffeurs en sont aujourd'hui équipés. Salut, ça va? Qui l'a mis aussi? Toi aussi, tu l'as? Bon, regarde, alors ce que j'ai filmé. Il y en a, on se prend un peu la tête. Et comme quoi ça Et là, sert. il sort le doigt d'honneur. Et il pile. Ça ne m'étonne même pas. Gestes obscènes, mais aussi comportements déplacés des clients. C'est le quotidien des professionnels de la route. Vous comprenez du coup vous aussi que Sophie elle ait envie de le faire? Ah oui, ouais. Et encore plus en tant que femme, moi. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des personnes dangereuses, agressives. Il y a de l'alcool, il y a même plus que de l'alcool. C'est ça, l'agressivité des gens, Donc, c'est ce que je dis. Même nous, en tant qu'hommes, on n'est pas protégés, mais en tant que femme, c'est encore plus rassurant et ça peut être même dissuasif. Voilà. On en est là aujourd'hui. Cyclistes, scooters, motards et automobilistes, de plus en plus de personnes filment leur trajet sur la route. Il y a de plus en plus d'insécurité sur la route. Il y a beaucoup qui font n'importe quoi sur la route. Je peux prouver que j'y suis pour rien. Je peux prouver que c'est pas moi. Et c'est rassurant. Appelées dashcam, ces petites caméras embarquées ont vu le jour en Russie dans les années 90, où elles sont désormais obligatoires. Mais c'est aux États-Unis qu'elles sont le plus populaires, au point de leur consacrer une émission de télévision. Loin d'être de simples gadgets, ces dispositifs se sont imposés comme des alliés pour dénoncer les comportements dangereux et fournir des preuves en cas de litige. Grâce à cette vidéo, les faits vont pouvoir être prouvés. Ça clôt le débat, il n'y a plus de débat. En France, les ventes explosent. Il existe des dizaines de modèles, de 40 à 350 €. Aujourd'hui, plus de 70 000 conducteurs en sont équipés et le nombre ne cesse d'augmenter. Zoom sur ces accessoires de plus en plus présents sur nos pare-brises. Au Mans, ville bien connue pour son circuit automobile, Grégory est lui aussi un amateur de belles voitures. La voiture, déjà pour moi, c'est un outil plaisir. Donc, je suis un passionné de voiture, donc c'est un vrai plaisir. C'est des voitures que je bichonne, etc. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Hérald. Bonjour monsieur. Société Tekka, je crois qu'on a rendez-vous pour la pause. Absolument. Il vient lui installer 2 caméras. On a une caméra, celle-ci, qui va s'installer devant. Ok. Ok. Et vous avez la petite suite cam qui, elle, va s'installer à l'arrière du véhicule. Très bien. 2 caméras sans fil apparent qui vont filmer en continu ses trajets, mais aussi veiller sur son véhicule. Elle va filmer en continu dès que le contact sera mis. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la mettre en marche ou de l'arrêter ou quoi que ce soit. S'il y a une infraction sur le véhicule qui arrive, tac, elle se mettra en route quand même. Et elle va enregistrer. Ok. Et bah, j'ai plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Généralement, à ce moment-là, le client s'en va. On commence à tout démonter, à tirer sur tout.
Non, il supporte pas. Ça va Ouais, je confirme, ouais. Je crois que je vais y aller aussi, ouais. Ah ben voilà. Vous inquiétez pas, ça fait pas mal. L'installation de ces 2 caméras aura duré 2 heures et coûté 800 €. C'est bon? Eh ben voilà. Nickel. C'est terminé. Eh ben génial. Donc, je vous fais voir les fondamentaux. À partir du moment où elle est en route, elle se met en mode enregistrement. Ok, d'accord. Donc là, elle enregistre automatiquement toutes les informations qu'il va y avoir. Ok. Dès qu'on va couper le contact, Activation du mode parking. voilà. Là, s'arrête le mode enregistrement, je veux dire classique de roulage, etc. Elle passe automatiquement en mode parking. Le mode parking s'active une fois la voiture à l'arrêt. La caméra s'enclenche si une personne s'approche trop près du véhicule. C'est cette fonctionnalité en particulier qui a intéressé Grégory, régulièrement victime de vandalisme. Voilà, la dernière fois que je suis allé en ville, je me suis garé en centre-ville et puis je me suis retrouvé avec une belle rayure ici, tout le long, là, comme ça. Et puis j'avais aussi sur le capot avant, on m'avait fait un beau Z, le beau Z 2 €, sur tout l'avant, comme ça, à la clé, tout ça, comme ça. Et c'est sûr que, voilà, si j'avais eu une dashcam, j'aurais eu des preuves d'un sinistre, j'aurais pu déposer plainte, et du coup, ça m'aurait permis de ne payer que la franchise de l'assurance. Ces actes malveillants lui ont coûté près de 10 000 €. Ces dernières années, les ventes de dashcam explosent. Et ce marché aiguise les appétits, dont celui de Jordan. À 27 ans, il s'est lancé dans la commercialisation de dashcam. En plus de celles de série sur sa voiture, il en a fait rajouter 2 supplémentaires. On peut m'appeler Monsieur Dashcam un petit peu, c'est vrai. En tout cas, tout ce qui se passe sur mon véhicule, devant, derrière, je peux en retirer des preuves et je peux vraiment partir, on va dire, sereinement sur la route. Il a découvert ces petits gadgets lors d'un voyage aux États-Unis il y a 7 ans. De retour en France, il décide de quitter son emploi pour se lancer dans leur commercialisation. À l'époque, c'était un dispositif qui était vraiment novateur. Moi, je me souviens, quand j'ai créé la société, je disais aux gens, je crée ma société dans la dashcam. Tout le monde me répondait, dans la dash quoi qu'est-ce que c'est donc? Aujourd'hui, le produit se démocratise. En seulement 4 ans, il a multiplié son chiffre d'affaires par 15. Ce jour-là, il a rendez-vous avec le directeur de ce magasin d'équipement automobile. Bonjour. Salut. J'avais rendez-vous avec Philippe. Oui, c'est moi. Concernant les dashcams. Bonjour Philippe. Salut Jordan, ça va? Jordan, enchanté. Ouais. Ravi de faire ta connaissance enfin. Beau showroom. Ça permet les gens, ils apprécient parce qu'ils rentrent à l'intérieur, ouais, c'est en voiture. Sympa. Le cœur d'activité. En fait, on travaille, je dirais, 95% pour les concessionnaires, donc voitures neuves en création d'options, caméra, Bluetooth et autres, et dashcam aussi maintenant beaucoup, on a la demande. Jordan représente l'une des 5 plus grosses marques présentes sur le marché. Il a 45 minutes pour convaincre. J'ai amené notre petit présentoir, c'est on va dire notre matériel phare. On part sur une caméra avant et une caméra arrière. Okay. On peut sortir la caméra, elle est parfaitement mobile. Et inversion de l'image? On peut inverser l'image, ouais. Le but, tu peux l'installer vraiment comme tu veux. Elle est capable en fait de détecter freinage brusque, accélération brusque, changement de direction brusque. Le produit phare avant-arrière, moi j'ai dans mon véhicule d'installer, il fait 329 € TTC. Mais le plus important pour Philippe, ce n'est pas le prix. Il veut s'assurer que les dashcams sont homologués, contrairement à beaucoup de modèles que l'on peut trouver sur Internet. Donc ça, c'est toutes les données légales. L'immatriculation de la voiture, la date, l'heure, la vitesse. Au moins, on est vraiment légal à ce niveau-là pour envoyer soit à notre assurance, soit on a besoin d'aller déposer plainte s'il y a eu délit de fuite. Oui, d'accord, ok, parfait. L'homologation, c'est ce qui permet d'authentifier les données de la vidéo et d'éviter ainsi les montages frauduleux. C'est parfait, là. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. Merci. Pari réussi pour Jordan. On s'appelle mardi pour la commande. Ouais. Philippe est convaincu. À bientôt. Il va commercialiser 3 de ses modèles phares. Chaque année, la France enregistre plus de 50 000 accidents corporels. En cas de litige, la dashcam peut avoir un rôle déterminant. Dans le Var, Moss en a fait l'expérience.
Cela fait 23 ans qu'il sillonne les routes. Ancien chauffeur routier, il est devenu taxi il y a 5 ans et il en est déjà à sa 3e caméra. Au départ, c'était surtout pour les personnes que l'on transportait. Il y avait toujours des petites choses qui se passaient un peu bizarres. Quand les gens sont bien bourrés, qu'ils jouent à cache-cache avec vous. Oui, en fait, ils sont derrière et puis ils vous cachent les yeux. Et vous conduisez. Sur son ordinateur, Moss a archivé une partie des comportements à risque. Des situations auxquelles il est confronté tous les jours. Les gens qui doublent alors qu'il n'y a absolument pas la place. Oh! Putain, mais vraiment des tarés, sérieux. Oh! Il est taré, celui-là. Les lignes continues. Les gens qui s'arrêtent pas au stop. Ça va? Putain, mais sans déconner, le stop. Oh, mais il est taré complet, celui-là. Un camion qui change de voie sans vraiment regarder. Quand on circule, on regarde un petit peu de partout quand même. Oh! Coup de chance, il m'a fait juste le rétroviseur parce que j'ai pilé. Sinon, il m'aurait fait tout le côté de la voiture. Ça évite pas d'avoir un accident. Ça peut juste protéger dans certaines circonstances ou prouver votre bonne foi. Et Moss sait de quoi il parle. Il a eu un grave accident il y a 2 ans. On dit toujours que les accidents ont lieu près du domicile, c'est vrai. Je rentrais chez moi, fin de journée de travail, j'avais commencé à 4 h du matin. Il était 4 h de l'après-midi. Je roulais pas très vite. Et là, je croise la route de cette personne-là. Pour éviter le face-à-face, j'ai tenté le fossé, mais on n'a pas eu le temps. Le choc a quand même été, on va dire, un peu violent. Miraculeusement, le chauffeur de taxi s'en sort seulement avec quelques contusions. À l'arrivée des gendarmes, les automobilistes vont livrer 2 versions différentes. Et c'est la dashcam qui va permettre de trancher. J'ai entendu la personne qui m'a percuté dire qu'il s'est déporté sur moi. Donc, quand les gendarmes sont arrivés, je me suis quand même posé des questions. Est-ce que j'avais une absence ou pas? Et j'ai dit aux gendarmes, vous prenez la carte mémoire de ma dashcam et vous me direz ce qu'il en est. Grâce à sa caméra embarquée, Moss a été mis hors de cause et sa voiture lui a été intégralement remboursée. C'est justement pour rétablir la vérité, notamment auprès de son assurance, que les dashcams sont utilisés. Car de plus en plus d'accidents font l'objet de litiges. Maître Romain Allongue est avocat spécialisé dans les accidents de la route. Si vous n'avez pas de témoins, on se heurte à une difficulté. On va être soit dans du 50-50, alors que vous n'étiez pas en tort du tout dans l'accident, mais vous avez fait face à une personne de mauvaise foi qui tout de suite a voulu dissimuler la vérité. Depuis peu, certaines assurances proposent même aux clients qui possèdent des dashcams des remises sur leur contrat allant jusqu'à 20%. Mais sur le plan juridique, que valent ces images ? Il y a quelques années à Lille, un chauffeur de VTC est agressé pendant une course. Ces images sont recevables. Elles sont recevables par les tribunaux français, tant les tribunaux civils que les tribunaux pénaux. Pourquoi ? Parce que la preuve est libre en matière pénale, c'est-à-dire qu'on peut prouver les faits par tout moyen. Des enregistrements vidéo, des enregistrements sonores. Grâce à ces images, l'un des agresseurs a été condamné à 15 mois de prison, dont 6 avec sursis. Marseille, la ville des marchés. Il y en a une trentaine, presque tous les jours. Des petits marchés de quartier ou gigantesques de l'avenue du Prado. Il y a aussi bien sûr le marché historique au Vieux-Port, où les pêcheurs vendent en direct, sitôt à quai, ou encore celui des producteurs de la Plaine. Une animation permanente, donc au cœur de Marseille, où la bonne humeur est le premier atout des commerçants. Un moyen de vendre du bon, moins cher et de première fraîcheur. Laura Sahin et Pauline Giraudy. Il est 5h30 du matin. Dans le centre-ville de Marseille. Enlève ça. On est où? Les esprits, comme la ville, sont encore un peu endormis. Mais Patricia, 62 ans, est déjà sur le pont. On va mettre les pommes et les pois tout à fait avant. Ensuite, on va mettre les tomates sauce là. Depuis 35 ans, elle vend ses fruits et légumes sur le marché du Prado.
Avec ses 23 000 mètres carrés, c'est le plus grand de la ville. Depuis peu, elle travaille avec son fils Samy, 26 ans. C'est un peu dur ce matin. C'est la route un peu qui est fatigant, le lever le matin, quoi. Après, quand on est lancé en soi, ça va, ça le fait. Ils ont environ 1 heure pour tout installer. Samy, tu me fais les prix des Alpilles. La provenance, c'est hyper important. Quand on voit quelque chose de Provence, forcément, on est plus attiré. Et manger local, ben, c'est plus sain. Ils espèrent que leurs produits locaux vont convaincre les clients. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. On verra bien. C'est un peu le test. Voilà. Car d'ordinaire, le mercredi, c'est jour de repos. Mais avec l'arrivée du printemps, ils ont décidé de faire des semaines complètes. Mais la journée sera-t-elle rentable? Il est 6 heures. C'est bien, on est dans les temps. 6 heures, déjà l'heure de la pause pour Patricia et son équipe. Alors, qu'est-ce que tu veux boire? Moi, un crème, un thé pour Lolo. Et moi, un crème, et Jean-Louis, un café. Allez, on y va. Direction le café du coin, comme chaque matin. On fait comme chez nous. Le café, le thé, les petits pains, c'est obligé, obligatoire. Allez, merci Christophe. C'est le seul moment de calme de la matinée, alors tout le monde en profite. C'est le meilleur moment de la journée, je crois. Il est encore tôt, on a le temps de prendre une petite pause, tranquille, quoi. Tranquille, mais pas pour longtemps. Le jour se lève tout juste, et déjà la première cliente est là. 5 €, c'est bon. Ah, demande la monnaie, hein, n'en ai pas. Courgettes, asperges, mais aussi pommes paysannes. Ici, on propose une grande variété de produits frais. Merci. Une bonne journée, à demain. On est bien là. Je partirai plus. Hein. Le soleil, la mer, la mentalité aussi. Les gens sont plus souriants. C'est la ville de Marseille. C'est le, comment on dit, c'est le sud. Les marchés dans le sud, c'est une tradition. Mais à Marseille, c'est même une institution qui fait vivre des milliers de personnes. Tous les matins, dans la deuxième ville de France, les journées commencent au rythme des forains, camelots et autres producteurs. Approchez-vous, vous regardez. J'ai eu la main un peu lourde, mais tant mieux pour vous. Il fait beau, on est à Marseille, on peut pas se plaindre. Même si on travaille pas, c'est pas grave. Il existe une trentaine de marchés, tous très différents. Moi, si demain j'ai plus le marché aux poissons, j'ai plus les pêcheurs, je pourrais pas faire la même chose, c'est impossible. Pour de nombreux Marseillais, c'est un incontournable, l'occasion de faire de bonnes affaires. On trouve des choses ici qu'on trouve nulle part ailleurs. Il y a 32 ans que je viens. Faut le mettre tout nu, faut pas le mettre avec le vieux. Tout nu, vous êtes fou. Eh oui, comment? Du plus folklorique Je me donnerais 10 millions pour travailler dans un bureau, je travaillerais pas. au plus traditionnel. C'est toujours bon marché de venir au marché. Les marchés sont à l'image de la ville, authentiques. Dans le 6e arrondissement, le marché de la Plaine est l'un des plus populaires de la ville. Gilles s'installe ici 3 fois par semaine. Ça, je suis bien visible là. Je suis au bord de la route là, comme ça me voit de loin. L'emplacement, c'est le nerf de la guerre dans le commerce, mais encore plus sur les marchés. L'emplacement est très important, oui, c'est sûr. Très très important. S'il est bon, on le garde. S'il est pas bon, on essaye de trouver mieux. Dès que j'ai pu avoir la Plaine ou Castellane, j'ai pas hésité. Gilles est le spécialiste de la paella, et ça fait 26 ans que ça dure. Chaque jour de marché, les mêmes gestes, la même recette, qui, malgré les apparences, se joue au gramme près. La cuisine, c'est pas de l'à peu près. Hein. C'est précis. Et chez Gilles, on ne plaisante pas avec la paella. Le secret de sa recette se transmet de génération en génération. C'est mon papa qui m'a appris. Même mon grand-père déjà il faisait. Je cuisine avec le cœur. Et ça c'est important en cuisine. J'aime ce que je fais et j'en suis très fier. La fierté du métier, c'est le point commun de tous les vendeurs ambulants, qui s'installent petit à petit. Le marché de la Plaine est réputé pour ses bonnes affaires. Et depuis peu, il y a une petite nouvelle. Il faut tout déballer, après pour les accrocher, faut arranger les panneaux et tout, c'est un peu long. Léa, 20 ans, vend principalement des tissus. Mais ce qui cartonne en ce moment, ce sont ses paniers brodés, à 10 €. Il y a un peu des expressions emblématiques de Marseille, Ofada, je crème des gains, après il y a les villes, les quartiers, les stacks, il y a pour tous les goûts, voilà. Avec des parents commerçants, elle a passé son enfance sur les marchés. Et depuis 1 an,
elle a décidé de prendre la suite. Ah, moi j'adore le contact avec les clients, parler avec tout le monde. À peine installée, Bonjour madame. et déjà une première cliente, Combien de mètres il vous faut? une fidèle du marché de la Plaine. Tout est très varié, c'est des petits prix, il y a plein de surprises, de bonnes affaires. Aujourd'hui, le soleil est de la partie. Alors Léa, comme tout le monde, espère faire une bonne journée. Gilles, lui, a une mission, vendre ses 9 kilos de paella avant la fin du marché. Moi, c'est fini parti. Tant que j'ai pas fini ma poêle, je reste ici. Se réveiller au rythme des marchés qui s'installent, Allez, on va te faire les feuilles de vigne. c'est le quotidien de nombreux quartiers à Marseille. Mais il y en a un qui commence bien plus tard que les autres. Il est 8 heures, sur le Vieux-Port. Les premiers pêcheurs reviennent tout juste de leur nuit de travail. Ça, c'est la pêche de matinée, pêche de ce matin. Les poissons bougent encore. C'est la particularité de ce marché. Les ventes se font directement à la sortie du bateau. Et ce, depuis plus d'un siècle. Les gens, ils viennent spécifiquement au Vieux-Port pour prendre le poisson vivant, ouais. C'est la base. Ils sont une dizaine à vendre directement sur le Vieux-Port. Bonjour. Comme Daniel, qui propose ici la pêche de son fils, déjà reparti en mer. Allez, on va mettre les prix. Et après, on attend les clients tranquilles. Et il ne va pas attendre longtemps. Sur son étal, les sards, les pagres et les dorades royales trouvent vite preneur. Celle-ci. Cela, je les fais à 18 le kilo. Je les nettoie aussi, hein. On fait souvent ça pour les clients, voilà. Écailler, vider. Ils ne salissent pas la maison, ils ne se salissent pas les doigts. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Alors, 28. Merci également, monsieur Dame. Bonne journée. Ici, les prix sont environ 20% moins chers qu'en poissonnerie. Mais c'est surtout pour la fraîcheur du produit qu'on fait le déplacement. Parmi les clients ce matin, je vous écoute alors. Il y a Francis, 3 kilos de sein. qui vient acheter du poisson pour son fils restaurateur. C'est un bijou, quoi. Pour ce bijou, un pagre de plus d'1 kilo, il a parcouru près de 60 km. Regardez comment c'est beau, regardez les yeux, comment ça. Là, ce que j'ai, c'est la fraîcheur du poisson vivant. 3 fois par semaine, il arpente le marché du Vieux-Port. Et Francis connaît les habitudes de tous les pêcheurs. J'arrive ici vers 8h30 normalement. Oui. Mais là, il y a des bateaux qui rentrent jusqu'à 10h. Hein. Et ce matin, il attend un bateau en particulier. Ah, tu vas. Alors, voilà, ça c'est Dominique et c'est lui qui est spécialiste en poulpe. Francis en profite, car la pêche du poulpe est interdite pendant l'été. Dans les filets du pêcheur, de belles prises, déposées directement dans sa glacière. Regarde, il y a celui-là, là, oui. Là, c'est magnifique. C'est excitant de voir, c'est les derniers pêcheurs qu'il y a. Il y en a presque plus, c'est tous des assez petits pêcheurs. Et il y en a de moins en moins. Il faut sortir, il faut travailler, ils partent à 3h du matin, ils reviennent. C'est dur comme un métier. Des métiers difficiles, mais qui n'empêchent pas certains de garder le sourire. À l'autre bout de la ville, avenue du Prado, sur le plus grand marché de Marseille, il y a un fleuriste haut en couleur. Comme ça? Oui, très bien. Voilà, elles sont magnifiques, hein? Alain est installé dans cet ancien kiosque à journaux depuis plus de 10 ans. Toutes nos fleurs, elles viennent de France, hein? Oui, mais je le sais. Vous le savez? J'habite là depuis 17 ans. J'aime bien, moi, le mouvement et la qualité des produits aussi, voilà. Mais ce que le fleuriste préfère, Merci madame, bonne journée, au revoir. c'est faire le show, loin de son étal. De l'agneau près de la merguez. Son grand jeu, alpaguer les clients pour ses collègues commerçants. Allez-y madame, elles sont belles les bananes, 1,89 le kilo, c'est cadeau. C'est cadeau. Allez, avec les épluches, elles sont bonnes, allez. J'oublie. Sur le marché du Prado, les habits côtoient les casseroles, le maquillage, les étals de fruits. Ah, moi j'adore ce marché, il y a de tout. Hein, Ça fait 50 ans que je viens sur le marché du Prado, je me régale. Et il y en a d'autres qui se régalent aussi. Ce sont les gabians, à l'affût du poisson. Comment ça va? Ça va bien? Ce bazar à ciel ouvert amuse parfois notre fleuriste.
Regardez ces beaux tableaux pour mettre dans la cuisine. C'est pas beau, ça? Non, t'as déconné. Bon, mais ça se vend. Ça pas comme des petits pains, ça. Le matin, votre chérie, le petit déjeuner sur un plateau comme ça. Ça n'a pas de prix. Le mec, il se réveille et qu'il se croit à l'Intercontinental. Cette gouaille, de vendeur de marché, il l'a apprise sur le tard, une fois à la retraite. Car avant de vendre des fleurs, Alain était policier. Ça n'a rien à voir. Les fleurs et la police, ça n'a rien à voir. Moi, ça me plaît. C'est un métier qui est plaisant. Hein. Puis on voit du monde, le marché, c'est vivant. C'est pas comme un magasin. Un magasin, c'est fermé. Les gens, ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent. Alors que là, les gens passent, ils choisissent, ils savent pas ce qu'ils veulent. On les attrape. C'est une autre façon de... C'est une autre façon de travailler. Mais c'est plus agréable, le marché. Hein. Contrairement aux autres commerçants, qui ne possèdent pas de kiosque, lui est ouvert toute la journée, tous les jours de la semaine. Voilà, et nous, tous les matins, mon premier souci à moi, voilà, c'est d'offrir des roses à toutes les commerçantes. Oh. Ben, comme tous les matins. Oui, comme tous les matins, t'es gentil. Voilà, comme tous les matins, je lui offre une rose. Voilà. Voilà. C'est un amour, hein. Pour Patricia et Samy, justement, Alors ça là, j'ai feuille de chêne ou laitue. la journée bat son plein. La maraîchère Voilà. Le brocoli. est aux petits soins pour ses fidèles clientes. On leur range bien les caddies. Ils rentrent à la maison, ils ont ce qui est fragile au-dessus, ce qui est lourd en dessous. Pas vrai? Et regardez, ça fait 10 € tout rond aujourd'hui. Alors ça, c'est rare. Hein. 10 €. Sur l'étal de la famille, on propose toutes sortes de fruits et légumes. Des locaux, comme des plus exotiques. Une diversité que l'on retrouve aussi dans les prix proposés. Sur les produits de saison, ça va être 2 fois moins cher. Donc c'est ça aussi l'opportunité de venir au marché. Les tomates en plein champ après à 1,99 Tu les trouves pas au supermarché. On les trouve nulle part. Mais à contrario, les asperges qui sont d'aujourd'hui, ou les artichauts voilà, qui sont voilà, les premières asperges à 15 €. C'est un prix, après ils le savent aussi, hein, c'est le jeu. Hein. Mais au-delà du prix, Passez une belle journée, profitez. l'important c'est la qualité du produit. Tous les 2 jours, tous les 3 jours, il y a des nouveaux fruits et légumes, donc c'est tout le temps parfait. Le goût, avant tout. Au marché de la Plaine, c'est aussi l'obsession de Gilles, le vendeur de paella, qui a visiblement décidé de mettre l'ambiance. Ça attire, ça attire. Hein, quand tu entends de la musique, c'est où? Au-delà de la musique, pour convaincre les passants d'acheter sa paella, vendue 8 € la portion, il part en opération séduction. Vous connaissez des paellas? Oui. D'autres paellas? Oui. Mais vous ne connaissez pas la mienne? Non. Elle est bon. Le riz, à point le riz, nickel. C'est vous qui sentez bon? Hein? C'est vous? Tout le monde aime mon parfum. C'est vrai, il sent bon, hein? Ça fait partie du métier, de faire sourire les gens, de les appeler, de leur faire goûter, de les taquiner, de les secouer un peu, voilà. C'est ça qu'ils viennent chercher aussi. C'est l'un des seuls à proposer des plats préparés. Car le marché de la Plaine est surtout connu pour ses bonnes affaires. Allez, profitez. Jacques est ce que l'on appelle dans le jargon des marchés un soldeur. Ça va sur les plaques induction, ça va sur tous les feux. Il rachète à bon prix les stocks invendus des magasins. Il y a des coupes, il y a des saladiers en bois, des lampes, il y a de tout, des tasses. Je choisis pas, je prends ce que je trouve. Oui, ça peut être des chaussures, ça peut être du linge de maison, n'importe quoi. Cela fait 40 ans qu'il travaille sur ce marché et il a des habitués. Moi, ça dépend ce qu'ils ont, hein. C'est le coup de foudre. Hein. C'est tout, hein. Aujourd'hui, vous avez trouvé quoi alors? Le plateau. Et comme il est beau. À une époque, ils ont eu les théières comme ça, toutes les couleurs. J'ai toute la famille en a. Aujourd'hui, vous avez pris quoi? Les lampes. Les lampes? Oui. Et la dernière fois, vous avez pris quoi? La table. On ne fait pas toujours les mêmes choses. C'est pour ça qu'on arrive à travailler un peu. Parce que si on fait toujours les mêmes choses, une fois que les clients ils en ont acheté une fois, 2 fois, 3 fois, c'est toujours les mêmes gens hein, qu'on voit. Après, ils en veulent plus. Mais des fois, il y a des choses qui me plaisent à moi qui ne plaisent pas aux clients. Alors voilà, c'est là qu'on arrive à se tromper. Des soldeurs comme Jacques, il y en a des dizaines sur le marché. C'est d'ailleurs ce qui fait la réputation de la Plaine depuis toujours. François fait partie des anciens. Il est ici depuis 50 ans, comme son père,
et son grand-père avant lui. 5 € les t-shirts. Ça c'est bon. Ce qu'il tente de vendre aujourd'hui, c'est sweatshirts. Sangoku, Goldorak, 10 € les suites. Ça vaut 65 €, 10 €. La semaine dernière, je vendais des anoraks. Voilà. Et la semaine prochaine? La semaine prochaine, je vendrai de la femme. Des vêtements pour femmes, des sweats ou des t-shirts. François tente constamment de suivre les saisons et les tendances. Il faut trouver vraiment de la belle marchandise pour se démarquer des autres, bien sûr. Se démarquer, mais aussi fidéliser les clients. C'est l'une des clés de la réussite des commerçants ambulants. Léa, la jeune vendeuse de tissus, Je vous remercie. Merci beaucoup. commence à se faire connaître pour ses petits prix. Jusqu'à 3 fois moins cher que dans les grands magasins. 3 € le mètre. Ça, c'est imperméable. Hein. C'est le top du top. Hein. Je vais prendre le bleu. Le bleu marine plutôt. Mettez-moi 8 mètres. 8 mètres du bleu. C'est moins cher. Du coup, c'est intéressant. On peut trouver des pépites, comme on dit. Oui, nickel. Je vous remercie. Merci à vous. Il y a du monde. En plus, il fait beau. Donc, franchement, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Sur la place du marché, tout le monde vend bien ce matin. Mais pour Gilles, ce n'est pas encore la grande affluence. Je fais un tour et je vais voir. Là, tu vas pas revenir, toi. Tu vas pas revenir, toi. Tu verras. Sa poêle est encore bien pleine. Mais en vieux briscard, il n'est pas très inquiet. Mais je suis toujours confiant hein, quand je viens. Je sais que je vais tout vendre, moi. Pour cela, il a sa technique imparable. Faire goûter. Et en principe, quand ils goûtent, ils achètent. Hein. Ça, c'est entre moi et moi. Et ça marche. Moi, j'adore. L'heure tourne, les estomacs se creusent et les ventes s'envolent. Allez, et toi aussi, merci pour... C'est ça l'objectif, plus rien dans la poêle et la journée est bien faite, voilà. Sur le vieux port, Daniel est lui aussi satisfait. Prends les moustelles. Mais il y a quelques mécontents. Comme son voisin, le dernier à rentrer au port ce matin. Philippe, mon ami, la tête des mauvais jours. Aïe, aïe, aïe. Comme c'est pas un des plus aimables des pêcheurs, c'est un des plus grincheux, on va dire. Aujourd'hui, il ne faudra pas l'embêter, quoi. Mais on va l'embêter quand même, on va le taquiner. Non. Philippe, comment on fait? Je sais pas. Tu sais pas. Pour ces pêcheurs, chaque sortie en mer est une loterie, surtout à la fin de l'hiver. Le février, c'est une période un petit peu dure, pas très poissonneux en ce moment, quoi. Ici, donne-moi-le, pour ma soupe, donne-moi-le. les pêcheurs essaient de ne pas se faire concurrence. Lotte, murène, sardines, tous ont leur spécialité. Aux clients de se repérer et de se laisser guider au gré de ses envies. J'habite à côté et je viens tous les jours, c'est ma promenade. Francis, lui, continue sa mission. Trouver les meilleurs poissons pour son fils, restaurateur dans le Vaucluse. Elle a toujours les plus belles sardines du port. Voilà. C'est un des poissons que sur le vieux port, il se mange très très bien. C'est même moins cher qu'en poissonnerie et c'est de la pêche aux consommateurs. Attends, mieux que ça. En moins d'une heure, Francis a son stock de poissons pour 3 jours. C'est tout, c'est parfait, c'est frais et c'est délicieux et j'y vais. À quelques mètres de là, un homme observe attentivement le marché depuis sa fenêtre. Ludovic Turac, chef une étoile au guide Michelin. Je vois qui est là, qui n'est pas encore arrivé, qui a l'étal plein, qui l'a un peu moins. Si on regarde bien, on voit Michel avec la soupe. Hein. Ludovic est un habitué de ce marché aux poissons. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ça va ou quoi? Je parle de toi tout à l'heure. Ici, il est un peu comme chez lui. Le Vieux-Port, c'est un peu comme mon jardin, c'est mon marché en fait. Voilà. Si je fais pas vite, ici, je peux rester 1 heure. Ce jour-là, il ne va pas mettre longtemps à choisir. Magnifique ça, comme d'hab. Comme d'hab, la soupe de Michel avec les petites rascasses vivantes. Vas-y, je prends tout. Hein. Je vais même te prendre les rouges. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait 18 ans à peu près, c'est ça? On a une espèce de contrat de confiance où il sait que quand il pêche la soupe, il me l'amène quoi. Donc en gros, on s'appelle pas, des fois il débarque à 11h. Oh Michel, ah oui, tiens la soupe, voilà. Par la même occasion, je bois mon café. Des fois, je fais espèce d'y aller à 12h30 comme ça, je bois un pastis à la place. Merci mon Michel, bisous. Merci à toi. Tiens le sang. Ciao, ciao. Ciao, merci. Ciao. Mais ce jour-là, le chef n'a pas le temps de traîner. Le service commence dans 1 heure, alors à peine rentré du marché. Ludovic rejoint son équipe en cuisine. Allez, petit rouget, magnifique. On l'a pris, on l'a travaillé tout de suite en fait. Il n'y a même pas eu
10 minutes de chambre froide. Et boum, il arrive direct. On l'a levé en filet, voilà. Et là, on va venir tout simplement l'inciser, comme ceci, là. Son rouget est l'un de ses plats signatures qu'il propose à l'année dans son restaurant. On va faire un taillage un petit peu particulier. Légèrement saisi au chalumeau, il est accompagné d'une réduction de bouillabaisse, une recette revisitée par l'enfant du pays. Ça s'appelle le rouget des côtes marseillaises, cuisiné comme une bouillabaisse. Merci Michel. Savez, s'il vous plaît. Ce midi, le restaurant affiche presque complet. Et les clients vont tomber sous le charme de ces rougets. Et juste ici, je viens vous verser la réduction d'une soupe de poisson de roche. Pour information, tous nos poissons de roche proviennent de Michel, qui est sur le Vieux-Port tous les matins. Ouais. Très belle continuation. Merci. Déguster des produits ultra frais, c'est ce qui fait la réputation des marchés du sud de la France. Et à Marseille, parfois son folklore. Sur le Vieux-Port, c'est photo-souvenir pour ces touristes. Quand sur d'autres marchés, on remballe. Allez, ravi, c'est fini la journée. Ouais, bonne journée terminée. Voilà. Ferme boutique. On se repose un peu et après on fait la préparation pour le lendemain. Et ainsi va la vie de marchand. Dans un instant, ne manquez pas notre grand format au pays de la Teranga, le Sénégal, à la découverte de Dakar, l'une des capitales les plus dynamiques d'Afrique. La métropole aux 4 millions d'habitants connaît une forte croissance économique, une effervescence culturelle et gastronomique. Vous découvrirez le quotidien de ces Français qui ont choisi de s'y installer. A tout de suite.